Tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité et coach en développement personnel. Et nous allons être ensemble pour une petite heure pour parler ce mois-ci du joli thème de l'allaitement. Je rappelle le concept de l'émission. Dans une première partie, on prend le contre-pied du sujet. On va aborder avec humour ce thème et dire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, dans cette première partie, on dira comment rater son allaitement. Ensuite, en deuxième partie, comme d'habitude, je répondrai aux questions que vous m'avez posées en amont de l'émission sur les réseaux sociaux. Et au travers de ces réponses, même si ce ne sont pas les vôtres, vous pourrez trouver une multitude de conseils. Et enfin, pour finir l'émission, nous ferons la synthèse pour ceux qui veulent faire autrement et bien sûr réussir leur allaitement tout en prenant compte des besoins de son enfant, de son conjoint et de tous les membres du foyer. Pour cette émission, j'accueille Aurélia, gérante de la boutique Les Maternelles à Fort-de-France. Bienvenue Aurélia. Bonjour Cécile. Et est-ce que vous pouvez, en quelques mots, présenter un peu cette boutique et qu'est-ce qu'on y fait et à qui elle s'adresse? Alors, Les Maternelles est la première boutique spécialisée dans l'allaitement de la Martinique. Donc, nous vendons tout ce qui est accessoires, prêt-à-porter, produits cosmétiques, en fait, tout sous un même toit pour la femme enceinte et la femme qui allaite. Donc, en fait, nous proposons aussi des conseils pour les mamans qui souhaitent connaître ce que c'est l'allaitement, vouloir se former, et celles qui ont des soucis, nous sommes là aussi pour les aider. D'accord, formidable. Donc si je comprends bien, il y a à la fois des produits physiques et bien sûr du conseil pour celles qui se sentent un peu perdues, c'est bien ça? Oui. Tout au même endroit. D'accord, génial. Alors, pour commencer un peu en préambule, j'ai envie de vous poser une question, c'est à partir de quand doit-on se préparer à l'allaitement? En fait, il n'y a pas de date. C'est comme, par exemple, vouloir nager. On ne se lance pas directement dans l'océan et en apprenant à ce moment-là à nager. Donc, je dis toujours aux parents, ils peuvent très bien le faire en amont. À n'importe quel moment, dès qu'on en ressent le besoin, qu'on est déjà bébé ou pas, on peut déjà s'intéresser à l'allaitement et savoir exactement comment ça se passe. Et comment on fait pour se préparer justement à l'allaitement? Ça passe par quoi? Alors, ça passe par chercher des informations, se renseigner, apprendre par exemple à bien positionner son bébé, savoir comment fonctionne un allaitement, au début, comment ça démarre, surtout essayer d'éviter les mauvaises choses et puis les mauvais conseils. Et par exemple, où est-ce que, par exemple, les mamans de Martinique pourraient trouver tous ces conseils-là? À notre boutique. D'accord. Voilà. Donc, nous travaillons aussi en collaboration avec des animateurs formés en allaitement. Donc, nous faisons des ateliers pour les parents et donc ils peuvent venir se renseigner. Après, je fais toujours aussi une espèce de petite parenthèse où ils peuvent venir et directement me voir pour pouvoir les renseigner et les aider. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc voilà, pour se préparer à l'allaitement, c'est au moment où vous vous sentez prêt à aller dans cette démarche-là. Même si vous avez eu un premier enfant et peut-être que vous n'avez pas allaité, vous pouvez tout à fait entamer la démarche pour éventuellement un deuxième enfant, un troisième ou plus, si vous avez des affinités avec ça. Et donc les façons de se renseigner vont être différentes selon où vous vivez et selon ce que vous avez autour de vous. Mais c'est bien, je pense, de mixer un peu les livres, peut-être des choses en présentiel, avec des professionnels, de mélanger un peu ces approches pour avoir quelque chose de complet, quoi. Oui, tout à fait. Après, maintenant, avec Internet, on trouve vraiment un pléthore d'informations. Donc, il suffit de faire le tri et de prendre ce qui nous va. Tout simplement. Faire ce tri, c'est pas évident des fois. C'est pas évident, c'est pour ça que se faire accompagner, c'est quand même important. Ouais. Ça permet d'émêler le vrai du faux et d'aller vraiment à ce qui va nous faire du bien, quoi. Exact. Ok. En préparant l'émission, donc les chiffres les plus récents disent qu'il y a à peu près 60% de femmes allaitantes à la naissance, c'est bien ça? Et un allaitement, ça peut durer combien de temps? Ça, il y a une date limite. Alors c'est vrai que quand on regarde certains chiffres, on dit qu'en France, les femmes allaitent en général, 70% des femmes allaitent jusqu'à 3 mois en général. Et on se pose la question, mais pourquoi juste jusqu'à 3 mois? Manque d'information, manque d'accompagnement. Après, il y en a aussi qui vont allaiter jusqu'à 2 ans, voire plus, mais forcément, elles sont plus minoritaires. D'accord. Bon, maintenant, on va attaquer cette première partie dans laquelle on va vous donner tous les conseils pour rater votre allaitement. Écoutez bien, c'est parti. Donc déjà, pour commencer cette section, est-ce que Aurélia pouvait nous partager les avantages de rater son allaitement? Quels sont ces avantages? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, les avantages de rater son allaitement, moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
Le seul avantage, le fait de rater son allaitement, c'est simplement de se rendre compte en fait qu'on n'a peut-être pas répondu à un besoin qui est spécifique et qu'on ressent toutes à la naissance de notre bébé. Se rendre compte tout simplement qu'on s'oublie. Le fait que la maman n'ait pas pu mener à bien justement son projet, ça fait toute une remise en question et effectivement là, ouais, le seul avantage, ça serait ça. Donc vraiment comme une prise de conscience, comme un réveil de dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Tout à fait. C'est peut-être ça. Oui. Donc c'est intéressant quand même. Cependant, parce que je pense qu'on peut l'assimiler un peu à un burn-out, non? Oui. C'est un peu ça. Ou un baby blues, par exemple. Voilà, c'est vrai qu'on parle effectivement beaucoup de baby blues, mais on parle aussi du burn-out parental. On en a parlé dans la première émission. Et c'est vrai que souvent, c'est des moments on avait décrit ça, de dire que tant qu'on n'est pas arrivé dans le mur, en quelque sorte, on n'arrive plus à faire autrement. Oui, c'est ça. Exact. Donc en fait, si vous avez raté l'allaitement, ça peut-être donner ce signal. Vous pourrez nous dire aussi, en réaction à cette émission, qu'est-ce qu'il en est pour vous en fait? Est-ce que ça vous a vraiment déclenché ça, ou est-ce que ça a eu d'autres impacts? Dites-nous ce que vous en pensez. Deuxième question, pouvez-vous nous dire l'ingrédient indispensable pour rater son allaitement? Là, on veut toujours. Oui. L'objectif est de rater. L'ingrédient indispensable, c'est bien évidemment ne pas s'écouter et écouter les autres. Voilà, être perdu, tout simplement, faire par rapport à ce qu'on nous dit et pas forcément par rapport à ce qu'on a envie de faire. Là, c'est sûr qu'on va rater son allaitement. D'accord. Oui. En gros, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui passe, qui nous donne un conseil, mettre en application tout de suite, sans écouter ce que notre cœur de maman en fait veut nous dire, et sans, comme on le disait tout à l'heure, dans la recherche d'informations, sans avoir pris le temps de démêler le vrai du faux, et penser par soi-même. Finalement, ça revient à ça. Avoir un gros manque de confiance en soi qui ferait que on ne sait pas trop quoi faire et on se dit non, mais je sais pas, je pense que je suis pas capable et je vais plutôt écouter les conseils qu'on me donne. D'accord, ok. Donc en fait, le manque d'estime de soi quand même. Oui, et de confiance en soi aussi. Manque d'estime, de confiance en soi, qui sont vraiment des ingrédients. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint la deuxième émission qu'on avait fait sur le lien entre l'image de soi et la parentalité, qui passe justement par ce biais de l'estime de soi. Et on voit à quel point c'est important comme pilier central dans la parentalité, parce que s'il n'y a pas ça, on va rater son allaitement, et puis par la suite, on peut évidemment rater autre chose. On n'est pas obligé de s'arrêter qu'à l'allaitement, on peut aller rater d'autres choses par la suite. Tout à fait. Et on voit à quel point c'est important d'aller travailler ces fondations de la parentalité. Et autre question, est-ce qu'on peut se servir du manque de sommeil éventuellement pour se donner plus de chances de rater son allaitement? Alors oui, parce que souvent on met tout sur le dos de l'allaitement. Souvent, c'est parce que tu allaites que du coup tu es fatigué. En fait, non. Le manque de sommeil va résulter du fait que l'enfant ne fasse pas encore ses nuits. Alors que l'allaitement, lui, va libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Donc du coup, on va se sentir un peu plus apaisé en mettant l'enfant au sein. Mais le manque de sommeil, par exemple, un parent qui va pas prendre conscience que le premier mois, c'est vraiment pour bébé et qu'il faut absolument se reposer et non pas faire la fée du logis et tout nettoyer, avoir tout sur le dos, là, effectivement, elle a l'ingrédient principal pour rater son allaitement. Pourquoi? Parce qu'elle ne se repose pas. Et voilà. Elle ne s'écoute pas, dans ses besoins primaires. Quand même, le sommeil, il y a quand même besoin primaire. On a une pression sociale qui est... en tant que femme, tu es maman certes, mais tu dois aussi avoir une maison bien tenue, un repas fait, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Mais c'est très intéressant parce que là, on voit avec votre réponse que tout est lié. En fait, si on manque de sommeil, c'est parce qu'on manque d'estime de soi et qu'on n'est pas suffisamment confiant dans le dire, non, là, pendant ces 2 premiers mois de vie de mon enfant, en fait, vous en pensez ce que vous voulez, mais mon intérieur, il va ressembler à un champ de bataille. Et c'est ok comme ça. Je vous inviterai pas pendant cette période-là, donc on va pas faire forcément des mondanités parce qu'on nous le demande, mais vraiment poser ses limites dans le respect de nos besoins et de celui de notre enfant. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit que le manque de sommeil, le manque d'estime de soi, le fait d'écouter les avis de tout le monde, tout est très lié, quoi. Oui, tout est lié. En fait, c'est tous ces ingrédients-là qui ensemble vont faire que ça va être une catastrophe. Et j'aimerais dire en fait que ajouter à l'épuisement. Oui, c'est ça. En fait, on a une vision erronée de ce qu'est la maternité dès le départ. Et c'est vrai que quand on n'a pas ce cercle où on peut venir échanger, rencontrer d'autres parents qui sont passés par là, ou juste poser des questions, on se rend pas compte de ce que c'est que vraiment la vraie vie.
quand une mère vient d'accoucher, elle a l'impression qu'elle peut porter le monde sur ses épaules, qu'elle doit porter le monde sur ses épaules, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment qu'elles arrivent à se recentrer sur elles-mêmes et sur leur bébé, et c'est tout simplement. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux, ils portent pas un peu du tort aussi là-dessus, qu'ils ne montrent pas une fausse image de ce que sont peut-être les premiers mois? Peut-être pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, au contraire, ils montrent des fois la réalité de ce que c'est et de ce que ça devrait être. Par contre, moi, je pense que la famille, l'entourage, porte quand même beaucoup des fois de préjudice à cette maman, qui mettent une pression parce qu'ils vivent dans un ancien temps où voilà, les femmes avaient une charge mentale et puis c'était normal. Enfin là, c'est encore, on essaie de recréer toujours les mêmes choses, quoi. Sans se dire qu'il y a d'autres paramètres qui sont en compte, tout à fait, que la société elle a évolué et que notre attitude doit évoluer aussi avec ça. D'accord. Donc vraiment. C'est intéressant de prendre conscience que ce qu'on voit chez les autres déjà de façon éclair, c'est pas forcément représentatif de la totalité de la journée. Donc, se faire influencer par ça de façon négative, j'ai envie de dire, ça va être toxique pour nous, ça va alimenter notre manque d'estime de nous-mêmes, et du coup notre épuisement, et du coup moins de patience, donc un bébé plus stressé qui va dormir moins, et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est ça. C'est bien ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler donc du rôle que vraiment les proches, là je parle vraiment conjoint, éventuellement parents, vraiment je parle famille proche, éventuellement autres enfants d'ailleurs, s'il y en a eu avant, quel rôle ils peuvent avoir justement dans cet allaitement qui va échouer? Le rôle culpabilisateur. Le rôle, elle n'a pas besoin d'aide, de toute façon elle va se débrouiller, et puis de toute façon si elle n'y arrive pas, elle n'a qu'à donner du lait artificiel. Sans prendre en conséquence en fait ce dont a besoin cette maman et quel est son désir profond. Ce manque aussi d'entraide, le fait de la laisser comme ça, simplement se débrouiller sans visite, sans lui demander ce dont elle a besoin, comment on pourrait l'aider. Il y a plein de petites choses, plein de petits facteurs qui font que le baby blues pointe son nez. Parce qu'on se sent seul. C'est-à-dire qu'on a un gros truc, c'est quand on sort de la maternité, alors on avait tout un personnel autour de nous, et quand on sort de la maternité, on se sent vraiment seul. Et on panique. Et on se dit, est-ce que je suis capable de faire toute seule avec mon bébé? Et souvent, en fait, on dit, il faut absolument que votre mère passe plus souvent vous voir, que le conjoint soit présent. Voilà, donc la solitude aussi qu'on peut ressentir, et puis si c'est le premier enfant, c'est toujours compliqué. C'est un peu paradoxal, c'est qu'à la fois on a besoin des autres, mais on a besoin que les autres nous comprennent dans nos besoins. Et s'ils n'en sont pas capables, on peut se sentir un peu, un peu coincé finalement entre le fait que j'ai besoin d'aide, mais les gens qui seraient susceptibles de m'aider, finalement, vont me porter tellement de pression que ça va être encore pire. C'est pour ça qu'on est dans l'écoute. Normalement, on doit se soumettre en tant que proche aux besoins de la maman et à ses limites. Donc, c'est vrai que beaucoup ont apprécié cette période Covid parce que du coup, on a pu mettre une barrière. C'est clair. Donc, ils ont pu profiter de certains moments à la maternité où, normalement, on avait plein de visites, alors qu'on était hyper fatigués, qu'on avait envie de se retrouver en famille. On a aussi évité, avec ce Covid, le fait que les gens débarquent à n'importe quel moment juste pour visiter le bébé. Enfin, on a envie, effectivement, de se retrouver à des moments. Mais après, s'il y a un comportement toxique vis-à-vis des proches, vis-à-vis de la maman, il y aura toujours, en fait, ce rapport où on peut, justement, l'embêter. Par rapport à son allaitement, mais par rapport à sa vie de famille, tout simplement. D'accord. Donc en fait, si vous voulez rater votre allaitement ou faire rater celui de quelqu'un, c'est en fait lui imposer votre vision, la stresser, lui ajouter de la charge mentale, c'est ça. Et vraiment là, ça va vraiment complètement la faire décrocher de ses objectifs ou de ses valeurs profondes qu'elle voulait transmettre à son bébé ou la façon dont elle voulait être mère, quoi. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite liste d'aliments qui pourraient aider à encore plus rater son allaitement? Vraiment, quels sont les aliments qui complètement vont créer des désordres, soit chez la maman, soit chez l'enfant, ou les deux, c'est encore mieux, et qui vont vraiment accentuer cette fatigue, ce processus général, ce cercle vicieux, en fait. Alors, il y a des aliments qui sont déconseillés pendant l'allaitement. J'ai une petite anecdote, et je me souviendrai toujours. Alors, qui me dit, mais tu sais, il faut nettoyer ton lait de temps en temps, il faut faire des infusions de persil, c'est très très bon. Soit, c'est bon pour la santé, mais pas pour une femme qui allaite. Parce que l'infusion de persil, il suffit que d'une botte pour mettre fin à l'allaitement. Donc, dans tout, en fait, c'est un juste milieu. Quand on va dans l'excès, dans certaines choses, forcément, il y a aussi derrière des conséquences.
Donc le persil, la sauge, il y a toujours un dosage à ne pas dépasser, parce qu'après on peut manger un petit plat avec quelques petites feuilles de persil. Oui, il ne faut pas diaboliser non plus. Rien, faut pas diaboliser. Il ne faut pas boire un jus de persil entier, quoi. Voilà, ça, en fait, la femme qui allaite peut manger de tout, d'accord? Mais simplement, par rapport à certains ingrédients, il y en a qui peuvent mettre mal à l'allaitement, et du coup causer des effets néfastes, donc des baisses de lactation. Donc, heureusement que j'ai trouvé ça très dégoûtant et que je ne l'ai pas bu, ce persil. C'est ça. Je pense que là, c'était mon estomac qui m'a carrément guidée. Protégée, je n'ai pas bu parce que ça aurait vraiment mis fin à mon allaitement. Parce qu'elle était dans un processus, il fallait absolument que je nettoie mon lait. Bref, voilà, chose culturelle qui sort de n'importe où et qui, justement, sans information, on ne sait pas, on commet l'irréparable. C'est ça. Donc, nous avons le persil, il y a aussi la menthe. Qui peut justement mettre à mal l'allaitement si on consomme sous forme de tisane, de bonbons ou je sais pas, de glace comme on veut, mais à profusion encore une fois. Donc et puis la sauge aussi. Qui est un peu déconseillé. Le chou, par exemple, c'est par rapport à bébé, parce que ça donne un goût au lait maternel, mais surtout, ça va lui donner effectivement beaucoup de coliques. Donc, par rapport à son transit, donc on va éviter, tout simplement. J'ai entendu parler aussi qu'il y a certains compléments alimentaires qu'on préconise lorsqu'on vient d'avoir un enfant, qui peuvent aussi créer des troubles dans la digestion de l'enfant, justement, et donc des troubles dans son bien-être, qui vont faire complètement disjoncter la maman et l'enfant au passage, le pauvre. Oui, mais là, il faut regarder la composition, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces compléments alimentaires qui font que... Il vaut mieux se faire conseiller, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que si on prend des compléments alimentaires, pourquoi pas, mais il faut faut pas prendre ce qu'il y a sur l'étagère de la pharmacie comme ça nous vient. Quoi qu'il en soit, que ce soit des choses à base de plantes ou d'huile essentielle, en général, déjà, il ne faut pas consommer d'huile essentielle quand on allaite un bébé, mais toujours demander conseil, c'est primordial. D'accord. Ok, merci. J'ai une petite question bonus qui me vient parce que c'est quelque chose, je trouve, dont on parle peu. Et moi, c'est une discussion que j'avais eue avec une animatrice de la Leche League lorsque j'allaitais mes enfants, justement, de l'incidence de l'alcool que va boire la maman dans le lait que va boire son enfant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette idée ? Est-ce que c'est quelque chose à diaboliser ? Est-ce que c'est le zéro alcool comme pendant la grossesse ? Ou quitte à ce que sa maman soit frustrée de ne pas, entre guillemets, trinquer pour célébrer ce petit bébé qui est arrivé. On peut faire un petit zoom là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui va... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui allaite n'est pas une femme enceinte. Donc, en aucun cas, il ne faut pas faire d'amalgame parce que quand on est enceinte, c'est complètement prohibé. Aucune goutte d'alcool n'est autorisée puisque de là, on peut avoir des effets néfastes sur le bébé, des séquelles. Par contre, quand une femme allaite, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que, alors, on ne va pas encourager on est d'accord. Non, on est d'accord. Là, l'idée, c'est préconise rien, mais simplement, on va informer sur le fait que ça n'a rien à voir, d'accord ? C'est ça. On va, par contre, expliquer aux mamans que l'alcool qui passe dans le sang passe en même temps dans le lait maternel. Donc, on va retrouver le même taux d'alcool dans le sang et dans le lait maternel, il va rester le même nombre de temps. Donc, ce qu'on va dire et expliquer aux mamans, c'est qu'effectivement, c'est pas interdit de boire, mais par contre, qu'il faudra prendre certaines précautions. On va devoir calculer par rapport au verre qu'on a pris et donc par rapport à notre poids, le nombre de temps qu'il faudra attendre avant de pouvoir remettre bébé au sein. D'accord ? Et puis, il y a des petites astuces à savoir. Par exemple, si on sait qu'on va faire la fête, alors déjà, moi, je ne vais jamais dire à un parent, buvez pendant que vous vous occupez de votre enfant, parce que là, on va avoir des problèmes au niveau des réflexes, de la vigilance. Non, donc, c'est tout à fait, contre-productif. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que vous pouvez tirer votre lait, donc donner à quelqu'un, par exemple, à garder bébé, et vous profitez de votre soirée. Et vous aurez un certain nombre de temps par rapport à votre poids et au nombre de verres que vous avez bu à attendre avant de redonner de nouveau le sein à votre bébé. Donc plutôt anticiper, en fait. Anticiper, oui. Tirer le lait qui est complètement affranchi d'alcool. Profiter de sa soirée sans forcément exagérer non plus, mais de dire que on profite aussi pour nous en tant que femmes parce que c'est quand même important. Et que en fait, quand on récupère bébé, on sait qu'on a suffisamment anticipé pour parce que lorsque l'enfant va recevoir effectivement cet alcool, forcément, ça va avoir des effets sur sa somnolence. C'est un bébé qui va dormir beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vrai qu'on va éviter... Ça pourrait tenter les mamans. Alors, il y a déjà eu des faits divers là-dessus. Donc, c'est très dangereux quand même. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que les mamans qui...
si elles entendent ça, disent mon enfant ne dort pas assez, oh, tu fais une somnolence. Non, pas du tout. Ça, par contre, ça peut avoir des séquelles sur le bébé. Il faut faire attention. Et puis, ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que si le fait de consommer de l'alcool devient une habitude, et ça peut avoir des effets néfastes aussi sur leur production de lait. Ah oui, d'accord, même carrément sur la quantité. Oui, sur le réflexe justement de production. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est très important quand même de se rappeler que même si l'alcool pendant l'allaitement n'est pas du tout du même acabit que la grossesse, parce que la grossesse, c'est effet immédiat et très néfaste, pour l'allaitement, on peut avoir une petite tolérance, en fait, une petite marge de manœuvre, à condition de s'organiser, de prendre en compte ce délai d'intégration. Mais si ça vous donne envie d'aller boire un petit verre parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien, que vous avez envie de trinquer, on peut le faire quand même. Et par contre, il ne faut pas que ça devienne une habitude, comme on l'a dit. Oui, parce qu'il y a des effets d'addiction. Après, il y a plein de choses aussi qui sont contre-productives. Mais si elles ont besoin justement de tableaux explicatifs, on donne ce genre d'informations aux mamans. Super. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'elles peuvent trouver ça ? Directement en me contactant. Ah d'accord, à la boutique directement. Oui, bon, génial. Super. Et maintenant, nous allons passer à cette deuxième partie où je réponds à vos questions avec mon invité, donc que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. La première question est de Martine. Martine qui nous demande « Peut-on allaiter 2 enfants d'âge différents en même temps ?» Oui. Alors j'imagine que Martine a eu un premier, peut-être qui n'était plus allaité, ou pas, je ne sais pas, du coup j'ai pas eu plus de précision. Et peut-être que le petit deuxième est arrivé et que le premier a redemandé. Oui. Est-ce que du coup c'est ok quand même de laisser le plus grand revenir ? Là encore, ça dépend de la maman, ça dépend de comment elle se sent à l'aise avec cette situation. Souvent, j'ai beaucoup de mamans dans notre communauté qui allaitent 2 enfants en même temps, d'âge différents. Donc ça s'appelle un co-allaitement. Souvent, elles ne s'arrêtent pas entre les deux. C'est-à-dire qu'elles allaitent le premier, elles tombent enceintes, puis continuent d'allaiter le premier jusqu'à la naissance du deuxième. Et après vient aussi le moment d'allaiter les 2 en même temps. Donc chacune gère comme elle en a envie. Donc il y en a qui demandent au plus grand de patienter, d'attendre que le plus petit ait fini de manger. Et à ce moment-là, lui peut aussi le faire. Donc téter à son tour, ou alors laisse les 2 téter en même temps. D'accord. Alors c'est intéressant. Il y a une question qui me vient que peut-être Martine aurait posée si elle était en face de vous. C'est est-ce que justement, si on a 2, un plus grand, un plus petit, donc je ne parle pas de jumeaux, là on parle d'enfants d'âge différents, est-ce qu'il est important que le petit ait le premier lait ? Parce que je sais qu'il y a différentes qualités de lait en fonction du moment où l'enfant tète. Oui. Et du coup, c'est important quand même d'avoir des notions de ça, j'imagine, pour que le petit ait ce dont il a besoin. En général, les enfants, alors c'est rare quand il y en a vraiment qui naissent avec un âge d'écart assez court. Oui. En général, il y a 1 an ou 2 ans qui les séparent. Et c'est vrai qu'on va plutôt privilégier le plus petit par rapport au colostrum, d'ailleurs. Donc, le plus grand devra patienter avant de retrouver ses petits instants avec sa maman. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt, on va dire, à téter à la naissance du plus petit. Donc, après, si le besoin est ressenti, la maman peut décider de laisser ou pas, mais ça, c'est encore un choix. Oui, ça va. Après, ça reste très personnalisé. Ça reste personnel. Mais ça arrive et oui, il n'y a aucun problème, aucun souci pour ça. D'accord, super, merci. Sylvie qui nous demande comment allier allaitement et reprise du travail. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment qui est souvent délicat, on a l'impression qu'il faut choisir entre l'un et l'autre. Moi, pour l'avoir vécu, les 2 ont été... j'ai réussi à manier les 2, vraiment à allier les 2. Est-ce que vous pouvez donner un peu de quelques astuces à Sylvie ? Comment s'organiser ? À partir de quand ça se prépare aussi, cette reprise du travail par rapport à l'allaitement ? Comment gérer ça ? Voilà. Alors, c'est vrai que j'aime bien, par rapport à chaque cas, personnaliser la réponse, mais en général, c'est tout à fait possible de pouvoir continuer à allaiter. Donc, il faut être bien équipé. Donc voilà, avoir un bon équipement, un bon tire-lait et savoir comment, au niveau du travail, ça se passe par rapport aux disponibilités de pause. Combien de temps est-ce qu'on travaille aussi pour savoir combien de fois il faut tirer. En moyenne, pour bien garder son allaitement, il faut au moins tirer 3 fois. Ah ouais. Ouais. Alors 3 fois, c'est mieux, c'est le mieux. Top, c'est le top. Après 2 fois, ça suffit. Mais par contre, une seule fois, un seul tirage ne suffirait pas. D'accord. Ça va faire baisser la lactation. Le cerveau a vraiment besoin en fait de savoir qu'il y a une certaine demande et on va pouvoir maintenir cette lactation en tirant justement 2 à 3 fois lorsqu'on est au travail.
Donc ça, c'est pour le maintien de la lactation. Ça, c'est pour le maintien de la lactation, puisque ce qui nous préoccupe, c'est le fait que l'enfant n'ait que cette nourriture, donc que le lait maternel comme nourriture. Donc, pour celles qui sont en allaitement exclusif, je parle. Oui, bien sûr. Donc, celles qui sont en allaitement mixte, c'est tout autre, mais on va se baser sur celles qui sont en allaitement exclusif. Forcément, c'est la seule nourriture de bébé. Il faut qu'on puisse entretenir cette lactation quand on n'est pas avec bébé. Donc, un tire-lait électrique et de mise. D'accord. Ensuite, trouver une organisation pour pouvoir le faire au moins 2 voire 3 fois au travail. Être bien équipé, avoir par exemple une glacière pour transporter son lait, pour respecter par exemple les températures, la chaîne du froid. Ensuite, savoir comment on peut s'organiser au travail, demander est-ce qu'on peut prendre plusieurs pauses. Voilà, ça c'est possible puisqu'il y a 1 heure d'allaitement autorisée par la loi, donc qui est imposée. Donc l'employeur n'a pas le droit de refuser cette heure. Donc on peut s'organiser pour prendre en 3 fois par exemple son heure d'allaitement ou partir plus tôt. Voilà, donc après c'est par rapport à l'organisation de tout un chacun. D'accord. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reprend le travail, en général, c'est jamais soudain. Donc on a le temps de s'y préparer. Pour certains, pour la majorité d'entre elles, c'est toujours aux 3 mois de bébé, en général, qu'elles reprennent le travail. Donc, on a 3 mois pour, de temps en temps, tirer et mettre un peu de stock de côté. D'accord. Et quand bien même... De côté, c'est où? Au congélateur. Au congélateur. Mais, quand bien même, il y en a pour qui, elles n'ont pas fait de stock, elles arrivent, par exemple, à 1 semaine de la reprise du travail, panique à bord. Non, on ne panique pas. Ce n'est pas parce qu'on a le stress. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas pu faire de stock que c'est vraiment quelque chose d'horrible, d'accord? Ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que le lait maternel est magnifique et qu'on a des temps de conservation qui nous permettent justement de voir large. Et des fois, c'est d'autant plus agréable d'avoir du lait qui n'est pas congelé, donc du lait frais, pour pouvoir jouer sur les temps de conservation qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Par exemple, les conserver au frigo, en fait, et pas au congèle, c'est ça? Exactement, et pas au congèle. Par exemple, quand on a du lait qui est congelé, repas en cours une fois qu'il est décongelé. Alors que quand on a du lait frais, on peut garder jusqu'à 5 jours au réfrigérateur, réchauffer jusqu'à 2 fois dans les 48 heures, une fois réchauffé. Donc ça nous laisse vraiment une marge de manœuvre. Oui, c'est plus souple, pour pas avoir de pertes. Voilà. Mais ce mode-là va pouvoir concerner par exemple les femmes qui sont plutôt en assistante maternelle ou qui déposent chez la famille. Parce qu'en crèche, c'est pas pareil. Hein. Ils nous donnent vraiment des clauses à respecter, donc c'est des fois un peu plus compliqué. D'accord. Donc si vous voulez continuer en fait, à allaiter avec la reprise du travail, il vaut mieux choisir une option de garde qui va permettre cette souplesse. Donc assistante maternelle ou garde à la maison, éventuellement, ça existe aussi. Et éventuellement, si vous avez la possibilité de faire des stocks avant, c'est le top. Très bien. Mais sinon, en fait, un jour après l'autre, comme on dit, le week-end, on peut peut-être un peu anticiper pour la semaine. Il n'y a aucun problème. Et puis, et puis après, à vous de voir aussi si ça vous convient ce rythme, si vous voulez vous affranchir un peu de si ça vous crée un stress, de faire du mixte pour être complètement zen, avoir ce côté allaitement et la sécurité psychologique que votre enfant a assez aussi. Parce qu'il peut y avoir aussi ça. Il peut y avoir des femmes qui n'arrivent pas à tirer, en fait. Oui, aussi. C'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Il y en a qui n'arrivent pas à tirer, qui sont complètement désemparés, mais je reprends le travail, mais je ne tire rien. Donc, le tire-lait n'est pas naturel. Hein. Ça peut arriver, effectivement, qu'on arrive à ne rien tirer et qu'on soit obligé de faire le mix. Donc, quand l'enfant prend au sein, tout se passe bien, il prend du poids, il y a du lait. Donc, forcément, l'enfant a ce qu'il lui faut. Mais quand vient le moment d'utiliser, le cerveau a dit stop. Non, il n'y a rien qui sort avec le tire-lait. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix de faire le mix. Et ça, c'est OK. Là, on est là pour accompagner toutes les différentes toute configuration. Oui, voilà. Alors là, j'ai pour une fois, alors vraiment merci, une question d'un papa, Christian. Merci pour ce courage d'avoir posé cette question. Qui nous dit avec toute transparence, quand ma femme allaite mon enfant, cela me gêne. Est-ce normal? Non. Alors, la normalité de la chose, ça serait qu'il trouve ça tout à fait normal qu'elle allaite. D'accord. Gêne dans quel sens? Parce que je pressens cette petite chose où il va peut-être nous répondre que c'est intime, que le fait qu'elle s'expose, ça le gêne parce qu'il a l'impression que peut-être que les gens regardent. Enfin, je pressens que c'est plus dans ce sens-là que ça dérange. Donc il aurait fallu qu'il nous précise, mais je ne vois pas autre chose. Est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie en fait vis-à-vis du corps de la femme qui est aussi
sa conjointe et puis aussi la mère et puis... Oui, il peut y avoir ce sentiment chez certains papas qui se sentent un peu délaissés. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ils ont ce souci-là parce qu'ils ont l'impression que l'enfant prend toute la place et qu'il monopolise en fait cette maman. Ouais, ça peut être ça aussi. Après, il suffit simplement de se faire accompagner et de voir les spécialistes qui pourraient justement donner des petits conseils parce qu'il faut regarder en amont qu'est-ce qui aurait causé ça chez le papa. C'est ça. Quelle casserole il traîne derrière son dos, qui fait que justement il pense ce genre de choses ou qu'il a ce genre de ressenti. Après, si tel est le cas, moi je pense qu'il faut se rassurer et se dire que il faut pas se culpabiliser, tout simplement, se dire que ok, je ressens ça, mais derrière, malgré tout, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma femme est en train de nourrir mon enfant. Il faut que elle se sente valorisée par rapport au fait de nourrir. Je suis très content pour ça. Quelle est la valeur en fait qu'on va apporter à l'allaitement? On est content de voir que ça protège en fait nos enfants des maladies infantiles, que ça lui offre un capital santé. Donc je pense qu'il faut que le papa puisse justement surmonter ce ressenti qui peut être lié à ce qu'il a déjà vécu lui-même dans son enfance. Ça me fait penser que quelque chose dont on parle trop peu, c'est le vrai rôle du papa en fait dans l'allaitement. Oui. On parle souvent allaitement, maman, bébé. Mais moi, pour l'avoir vécu en tant que femme, en tant que mère, mais aussi en tant que consultante en parentalité, ce sont des questions qui sont souvent apparues. Le papa a un vrai rôle en fait dans l'allaitement. Est-ce qu'on peut faire du coup, grâce à la question de Christian, faire un petit zoom sur le rôle du papa dans l'allaitement? Alors, rôle, souvent, on rapporte l'allaitement au fait de nourrir, d'accord? Et le rôle de nourrir est lié à la mère. Et ça, c'est inscrit depuis la nuit des temps, on ne peut rien y faire, sinon les hommes auraient aussi eu du lait au sein. Si on devait se partager cette tâche, bien sûr. Ça n'empêche pas du tout que papa puisse trouver sa place, en fait. D'accord? Il peut aussi participer en voyant que sa femme est en train d'allaiter, qu'elle peut pas se nourrir en la nourrissant lui. Voilà. Il pourra trouver sa place auprès de bébé par le fait de lui changer ses couches, lui chanter des comptines, lui donner son bain, faire du pot à pot. Voilà. En fait, en aucun cas, l'allaitement évince papa en fait dans ce cocon, dans cette bulle familiale. Et c'est ce qu'il faudrait comprendre en fait, c'est que la mère elle allaite certes, donc le rôle nourricier lui appartient, mais ce n'est pas non plus le fait de nourrir simplement qui fait qu'on est parent. Non. D'accord. Le fait d'être parent commence dès lors où il coupe le cordon, où il est présent, où il s'implique dans d'autres gestes dans la vie de son bébé et pas dans le fait de vouloir absolument et par tous les moyens le nourrir, chose qu'il pourra faire forcément à un moment donné puisqu'il y aura la diversification alimentaire. Qui arrive assez vite quand même. Tout à fait, tout à fait. Mois, c'est vite passé. Oui. Ça c'est important quand même, je trouve, de le rappeler. Arrêtons, nous, maman, de demander à notre conjoint d'être une maman bis, parce que c'est pas son rôle. Et arrêtons aussi, arrêtez-vous, papa, de vouloir prendre cette place de maman qui n'est pas la vôtre. Et en fait, on a tous besoin de l'un et de l'autre. On est vraiment complémentaires. Et comme effectivement vous le disiez, c'est papa il va s'occuper de la maman pendant que la maman s'occupe de bébé. Et puis dans d'autres moments, on peut s'occuper de bébé effectivement pour des jeux, pour du soin. C'est tellement important et primordial que en fait, le fait de nourrir, c'est vrai qu'on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Après, il faut qu'on fasse quand même attention parce qu'il y a quand même certaines mamans qui veulent absolument faire participer le papa. Mais comme je dis toujours, je propose et vous disposez. Si vous êtes OK pour ça, faites-le. Si ça vous va, il n'y a aucun problème. Mais simplement, quand je regarde que les papas croient que c'est le fait de nourrir qu'il faut... Non. Je suis désolée. Ils vont entrer dans la vie de bébé autrement, en faisant des massages. Il y a tellement de choses. Non, génial. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je trouve que les papas, vous êtes très importants dans la vie des bébés. Et même si vous n'allaitez pas, votre rôle est aussi vraiment primordial pour leur développement. Donc, gardez confiance en vos capacités, en l'importance de votre place, à condition qu'on reste chacun justement à sa place. D'accord. Il y a une autre question d'Isabelle. Qui nous dit, est-ce que notre propre histoire peut avoir justement un impact sur mon envie de ne pas allaiter? Alors oui, ça peut le déterminer, mais en même temps, ça peut être aussi une force. Souvent, on a ce petit conflit-là, quand on devient mère, c'est de se référer forcément à la nôtre, où on se dit, c'est deux choses. Soit on se laisse influencer et on se dit, elle me dit que je vais pas y arriver parce qu'elle a pas réussi, donc c'est un effet miroir. Ou alors on se dit, non, moi j'ai envie de réussir en fait. Moi j'ai envie d'y arriver et je sais que j'en suis capable. Donc il y a deux choses, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça a quand même un impact. Ça a quand même un impact, mais ça peut être un impact positif. C'est pas forcément un impact négatif.
Parce qu'on peut être consciente en tant que mère des choses qui ne nous ont pas plu Oui, c'est ça. quand on était enfant, par exemple, et ne pas avoir envie de les reproduire pour notre enfant. Donc, il y a une certaine conscience qui peut naître, ou alors on subit effectivement cette chaîne qui se répète perpétuellement, ou alors on n'a pas du tout cette mise au point qui est faite et on perpétue en fait ce qui ne va pas. Ouais. Donc en fait, c'est pas parce que c'est une réalité que c'est une fatalité. En fait, c'est ça vraiment la différence. Oui. Et moi, c'est vrai que en tant que consultante en parentalité, j'ai eu beaucoup de fois cette situation où les gens disent oui, mais moi ma maman faisait comme ça, ou j'ai été éduquée comme ça. Oui, c'est une réalité, mais aujourd'hui tu as le choix de dire je continue comme ça parce que ça me plaît, parce que c'est quelque chose qui m'a fait du bien, ou c'est quelque chose qui m'a fait du mal, au contraire, j'ai envie de faire autrement. C'est pas pour ça que ça sera, entre guillemets, bien. Alors, j'aime pas ce côté bien mal, mais ce côté constructif, on va dire, c'est vraiment la balle est dans notre camp, quoi. À chaque instant, on est... Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on fait partie quand même de la génération qui veut briser certaines chaînes. Ouais, c'est vrai. Donc, souvent, autour de moi, je vois et j'ai conscience que beaucoup de mamans, en fait, n'ont pas envie de répéter, ont une certaine conscience. Ouais, c'est super, ça. Donc, c'est vraiment génial parce qu'on se rend compte, en fait, des erreurs que nos parents, peut-être, ont commis et on n'a pas envie de les refléter sur nos enfants. Et c'est bien pour créer un monde meilleur, de toute façon. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment génial de voir ce qui se passe. Ouais. Une autre question de Coraline qui nous dit « Je n'ai pas pu allaiter mon enfant pour raison médicale et maintenant je culpabilise. Que faire ?» Alors, raison médicale, mais forcément, ça fout un coup parce que on se rend compte que on n'a pas pu mener à bien le projet. Oui, ce que je comprends, c'est qu'elle en avait envie, du coup. Elle en avait envie, donc on a ce petit goût amer, cette petite frustration qui fait que on n'a pas pu mener à bien notre projet. Alors toujours, quand il y a quelque chose comme ça, je leur dis mais ne vous flagellez pas, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas parce que la vie a fait que vous n'avez pas mené à bien ce projet. Vous allez pouvoir créer ce lien autrement avec votre bébé et découvrir peut-être pas les joies de l'allaitement, mais c'est peut-être pas le seul bébé qu'elles ont. Oui, aussi, tout à fait. Donc voilà. Coraline, donc deuxième enfant, pour rattraper ça. Voilà, donc après, il faut vraiment se pardonner à soi, de ne pas pu avoir mis en place ce qu'on a voulu pour bébé, et puis se dire que on va vivre ça autrement dans autre chose. Oui, c'est important de se rappeler aussi, Coraline, moi ce que je voudrais ajouter, c'est de se rappeler que la parentalité ne se résume pas à l'allaitement. C'est ça. On peut être une super maman, même si on n'a jamais allaité, qu'on en ait envie ou pas. Enfin, on peut ne pas avoir allaité par choix, et c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise mère. Moi, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire donc sous ma casquette de praticienne en réflexe archaïque, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'important quand même dans l'allaitement, dans le développement des réflexes, qui est la position qu'ils vont avoir. Donc la position de la Madone, où ils vont vraiment être couchés contre notre ventre sur un sein. Et en fait, cette position-là va immobiliser un côté et va leur permettre de développer d'un côté de leur corps qui va être libre, et ce développement unilatéral va par la suite leur permettre d'accéder au développement bilatéral. Donc, toujours varier droite-gauche la position de Madone, sein droit, sein gauche, et même si c'est pour donner le biberon, garder cette position-là. Ne donnez pas le biberon de face dans un transat en touillant la soupe et en ramassant les affaires du pied droit, quoi. C'est plus ça qu'il va falloir conserver que l'allaitement en lui-même. Des fois, ça marche pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. N'en faisons pas quelque chose de culpabilisant parce que ça va amener un stress de toute façon. Et puis, on peut être maman de 1000 façons. Tout à fait. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, il n'y a pas une méthode pour être parent et pour être un parent heureux, mais la méthode qui va vous ressembler, qui ressemble à votre enfant, parce que si on a 3 enfants, ce sera 3 méthodes différentes aussi. Tout à fait. Et par contre, se rappeler quels gestes on aurait fait pour allaiter, parce que ces gestes-là naturels vont aider au développement des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, ils vont avoir des impacts cognitifs, émotionnels et moteurs dans le développement de l'enfant, donc ils sont très importants. Il va y avoir des répercussions par la suite sur l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, de la gestion des émotions, etc. Donc c'est vraiment juste très important de se rappeler ces gestes-là et de les reproduire au plus. Et une dernière question de Laura qui nous dit « Quand mon bébé est allaité, puis-je lui donner de l'eau en plus ?» Alors, cela n'est pas interdit de donner de l'eau, plutôt on déconseille. Donc après, encore une fois, chacun mène sa barque comme il en a envie. On va expliquer pourquoi. Voilà, moi, quand j'apporte justement une information aux parents, et je leur dis toujours, quand on vous donne une information, demandez pourquoi. Ouais.
c'est très important parce qu'à partir du moment où on ne sait pas répondre au pourquoi, c'est que l'information, forcément, elle est erronée, elle n'est pas fondée. Donc, ce qui se passe avec l'allaitement, c'est que le lait maternel est composé de 95% d'eau. Donc, cela est, pas obligatoire de donner de l'eau puisque l'enfant va pouvoir se désaltérer avec le lait maternel, d'accord, qui est composé de 95% d'eau. Deuxième chose, le fait de donner justement de l'eau est considéré comme un complément. Donc, on peut justement mettre à mal un allaitement juste en ayant donné de l'eau parce que l'enfant va remplir son ventre, donc son estomac avec l'eau, moins téter, donc sauter les tétés, le cerveau va comprendre qu'il y a moins de demandes et finalement va baisser la lactation. Et ça y est, on est rentré dans la boucle de je n'ai pas assez de lait et je vais finalement donner du lait artificiel. Pourquoi? Parce que je produis moins de lait. Tout ça parce que j'ai donné de l'eau. Et souvent, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir du moment où on a touché du doigt le fait d'avoir donné de l'eau et qu'on dit à la maman, bon ben, tu as une baisse de lactation, arrête de donner de l'eau, ben, la lactation reprend. D'accord. Donc, il y a ce problème de complément. Ensuite, il y a ce souci du fait que le lait lui-même est composé de 95% d'eau. Et en fait, on va visualiser l'intérieur de l'enfant comme avec le lait maternel qui va se tapisser, voilà, comme une couche protectrice. Et le fait de donner autre chose que ce lait maternel va laver cette couche protectrice et donc va laisser la place à la porte d'entrée à plein de petites choses, des désagréments pour bébé. Donc voici les 3 choses qui font que justement on déconseille de donner de l'eau. Donc Laura, en fait, en résumé, c'est pas entre guillemets interdit parce que si toi tu sens que ton enfant a un besoin précis parce qu'il a trop chaud ou parce qu'il y a quelque chose de particulier, ça peut se faire, mais en petite quantité et en gardant conscience de ce que ça pourrait avoir comme impact. C'est-à-dire que si après tu détectes une baisse de lactation, se rappeler que tu as donné de l'eau et que ça peut être le lien, quoi. C'est ça en fait. Oui, mais je dirais que dans un sens, quand on prend conscience de ce que c'est que le fait d'allaiter son enfant, s'il n'a pas de signes précurseurs ou voilà, c'est un enfant qui étouffe, même en prenant le sein, il a complètement chaud, comme dans ton expérience que tu m'as donnée tout à l'heure, on n'a pas besoin de donner de l'eau, tout simplement. Cela ne sert à rien. Voilà, on se dit pas parce qu'on vit sous les tropiques, il fait plus chaud que par exemple en métropole que c'est nécessaire de donner de l'eau. En fait, l'enfant, il va téter beaucoup plus souvent, il va venir se désaltérer beaucoup plus souvent et normalement, tout se passe bien. D'accord. Moi, je partageais tout à l'heure, effectivement, hors caméra, que moi, ma fille aînée, qui tétait beaucoup, en fait, quand elle sortait du bain, quand elle s'énervait parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir ou quand on était à la plage, pleurait, ne voulait pas prendre le sein. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'en fait, elle voulait de l'eau. Et en fait, en lui donnant de l'eau, ça se passait beaucoup mieux. Et bon, j'avais un bébé, c'était déjà un gros bébé à la naissance, donc pas eu du tout de problème de prise de poids qui pouvait en fait compenser. Enfin, il n'y avait pas un risque dans son développement avec cette eau-là. Il y a pas eu. Et puis, elle aimait tellement téter que de toute façon, dès que c'était possible, elle redemandait le sein. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément ces effets-là, mais c'est en tout cas important d'en avoir conscience dans le choix qu'on va faire. Voilà, donc après, c'est pas du tout interdit de donner de l'eau, mais simplement on fait prendre conscience que tant que le lait maternel est la seule nourriture, parce qu'on parle encore une fois là de parents qui allaitent exclusivement. Bien sûr. Dans le cas où on a mixé, enfin là, ça n'a plus aucune importance. C'est ça. Oui, on est d'accord. C'est important de le rappeler aussi. Vraiment, voilà, dans un cas d'allaitement exclusif, que jusqu'à la diversification alimentaire, ce n'est pas nécessaire. Enfin, ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Voilà. Super. Merci Aurélia. Et pour finir, on va passer à la 3e section de l'émission qui est la synthèse pour ceux qui veulent vraiment réussir leur allaitement. On a regroupé pour vous 5 conseils qui vont vraiment vous aider, prendre du recul et à vraiment aller dans la direction d'un épanouissement pour vous et répondre au mieux aux besoins de votre bébé. Donc le premier conseil du coup pour réussir un allaitement, c'est de se reposer. Se reposer, c'est quoi? C'est seulement la nuit ou c'est aussi... Alors, le fait d'allaiter, normalement, nous facilite la vie. C'est pour ça que je dis aux parents, vous ne pouvez pas allaiter et vous comporter comme des parents qui donnent du lait artificiel, c'est-à-dire mettre bébé dans son berceau ou dans une autre pièce et devoir se lever plusieurs fois par nuit pour pouvoir l'allaiter. En général, les parents font le cododo et la maman a le temps de pouvoir allaiter en dormant, puisque tout simplement, à peine que bébé fait le petit ouin, ça y est, il est au sein, la maman peut même allaiter en position latérale de sécurité, l'enfant ne craint rien. Quand
quand on prend les dispositions qu'il faut, et puis il y a certaines règles de vie à respecter pour le cododo, ça se passe correctement. Génial. Donc, il faut effectivement bien se reposer déjà pour être bien dans sa tête et dans son corps. Bien sûr. Et justement aussi pour pouvoir produire correctement, parce qu'on a des baisses de lactation qui peuvent arriver à cause du manque de sommeil. Oui, ça c'est important aussi de se rappeler que ça peut être une conséquence. La deuxième chose, on en a beaucoup parlé au cours de l'émission, c'est vraiment de s'affranchir des conseils et du regard des autres. Alors les autres, c'est très large. Évidemment, quand c'est un professionnel en qui on a confiance, si on est venu le voir, c'est quand même pour écouter ce qu'il a à nous partager. Moi, je crois que par rapport à ça, je voudrais quand même partager le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné depuis que je suis maman. C'est ne fais jamais quelque chose que ton cœur de maman te crie de ne pas faire. Oui. Voilà. Si on te dit quelque chose, même si c'est quelqu'un qui t'a confiance, si toi dans ton cœur, tu sens que c'est pas la solution adaptée à ton enfant, mets-le de côté. J'irais même jusqu'à dire, même si c'est un professionnel. Oui, tout à fait. On ne peut pas leur donner le bon Dieu sans confession. Non. Donc, même si c'est un professionnel, c'est pas parce que c'est un professionnel qu'il ne peut pas avoir un avis erroné, parce que c'est pas tout le monde qui est formé en allaitement. Ni qui est mis à jour, d'ailleurs. Et qui est mis à jour. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut être conscient que c'est nous qui menons la barque en tant que parents et qu'on est les mieux placés, déjà en ayant accouché son bébé, on est la première à être la mieux placée pour savoir ce qu'il faut pour le bébé. D'accord. Le troisième, donc on l'a vu aussi au début, se renseigner, s'équiper et se préparer à la démarche. Oui. Donc le quatrième, quels sont les aliments qui vont pour le coup nous aider à booster la lactation ? Alors, les aliments qui vont nous permettre de booster, donc on va avoir le fenouil grec, tout ce qui est oléagineux aussi. Donc, on peut faire des petits mix. D'ailleurs, on fait des petits biscuits justement galactogènes pour les mamans. On pourra aussi retrouver chez nous des boissons galactogènes, donc à base de moringa, de fenouil frais. On a plein de choses qui peuvent booster la lactation. Donc, on peut retrouver ces petits conseils sur mon Instagram, puisque je mets des stories pour les mamans et ça passe tout le temps. Donc, c'est facile de pouvoir se tourner vers tout ce qui est de naturel, des choses, des conseils, justement, savoir quoi prendre, ça fonctionne bien en général. Donc, Instagram, rappelez-nous le nom. C'est lait maternel. Lait maternel, tout simplement. Tout simplement. Ok, génial. Et le cinquième conseil, ça serait vraiment de faire de son mieux, en fait. Le mieux du lundi, c'est pas le mieux du mercredi. Le mieux de janvier, c'est pas le même mieux que février. Oui. Et de se rappeler que, en fait, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et que eux, ils deviennent bébés, mais nous, on apprend à être parents. Oui. Et que la culpabilité, elle rend service à personne. Tout à fait. Elle permet justement de créer du stress. Et donc, ça va être... donc là, faites de votre mieux et soyez OK avec ça. C'est-à-dire que moi, je fais de mon mieux, mon bébé fait de son mieux, tout le monde fait de son mieux et ensemble, on avance. Et en fait, en arrêtant de vouloir reprocher, trouver des coupables, on gagne de l'énergie pour pouvoir mettre en place des changements tant qu'on n'a pas le résultat qu'on veut atteindre. Quoi. Oui, c'est ça. C'est parents novices, mais bébés novices aussi, surtout quand c'est le premier. Et de se dire que forcément, pour pouvoir combler le besoin, c'est une rencontre de petites têtes qu'on ne connaît pas, mais qu'on va apprendre à connaître. C'est ça. Et c'est forcément, on y va à tâtons. On n'est pas là à savoir à lire dans ses pensées. Non, il va exprimer ses besoins de la même manière, c'est toujours en pleurant, et divers besoins. Et on va devoir y aller à tâtons pour pouvoir le contenter. Donc, c'est pas parce que notre bébé, il pleure très souvent qu'on est forcément des mauvais parents. Ça, c'est important aussi. Ouais. Un petit livre, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin. On vous conseille L'art de l'allaitement de la Leche League. C'est un grand classique, mais qui est une bonne base si vous n'en avez jamais lu. Et sinon, vous en retrouverez évidemment plein d'autres. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas par quoi commencer, commencez par là. Merci Aurélia. Merci. Un petit mot de la fin pour ces familles là qui vont être dans l'aventure de l'allaitement. Ça serait quoi ? Avoir confiance en soi, se dire qu'on est capable d'être de bons parents, voilà. Surtout de se dire qu'on n'est pas seul. Voilà, on a créé cette boutique justement pour pouvoir accompagner, mais surtout pour pouvoir donner aux parents les professionnels qui pourront les aider. Voilà, donc on est toute une équipe à vos côtés, vous n'êtes pas seuls. Génial, merci Aurélia. Avec plaisir. Merci à tous pour ce moment-là. Rendez-vous pour la prochaine émission dans laquelle on répondra à comment répondre sans rougir à la question « Comment fait-on les bébés ?» Bonne fin de journée.